Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place, un podcast bilingue où j'ai la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'inspirent pour plein de raisons. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexandra Fuller-Dallaire, nickname Alice. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Donc, Alice, moi, je t'appelle Alice, je t'ai tout appelé Alice, je sais que tu réponds aux deux noms sans problème. Donc, j'ai rencontré Alice parce que je cherchais une artiste tatoueuse avec de multiples talents et aussi de multiples styles. Je travaille avec Alice depuis 1 an et demi. Il y a eu comme un petit moyen congé de maternité au centre de ce projet-là. Puis c'est comme ça, en fait, qu'on en est venu à se connaître. Je pense que les artistes tatoueurs, ça doit être un peu comme des coiffeuses. On finit par être sur votre table de dessin puis par apprendre à se connaître mutuellement, là, tu sais, se confier, apprendre des choses sur toi, sur moi. Fait que ça m'a permis, en fait, de découvrir beaucoup plus que tes talents d'artiste, là. Je me sens vraiment gâtée. Ça fait plaisir. En fait, oui, on a une relation particulière avec le client quand on travaille, veut pas. Des fois, on est son confident, des fois, il est notre confident. C'est une relation qui se développe beaucoup plus que par la mesure du tatouage, bien souvent. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, dans mon cas, les pièces qu'on fait ensemble sont des pièces qui généralement demandent, tu sais, plus d'une rencontre, là. Fait que ça fait aussi que c'est une relation sur le long terme, là, tu sais, dans le sens où on s'est déjà vu 3 fois. J'ai déjà 4 rencontres de prévues cette année au printemps avec toi. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça crée aussi des relations sur le long terme. Tu sais, ne serait-ce que là, je viens de dire, tu sais, que tu avais un congé de maternité entre les deux. Tu sais, j'ai eu le privilège d'assister au fait que tu nous as annoncé que tu étais enceinte, de te voir pendant la grossesse parce que tu es revenue pendant un bout tatoué, de voir le bébé sur les médias sociaux quand tu nous l'as présenté, de voir ton retour au travail. Fait que, tu sais, dans le fond, ça fait un cycle un peu de vie intéressant, là. Oui, en quelque sorte, pas les gens, ils participent à ma vie au travers de tout ça. Les gens apprennent à me connaître aussi. C'est pas seulement moi qui apprends à connaître les gens. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, par rapport au début à ton podcast, on se met à rencontrer beaucoup, beaucoup de belles personnes qui ont chacun leur histoire aussi. Oui, puis tu sais, je pense que lors du tatouage, dans ton cas, il y a quelque chose de bien particulier. Tu sais, comme ne serait-ce que moi, je suis arrivée dans ton bureau en mode, tu sais, moi, je fais un tatou par enfant. Tu sais, ils ont sur moi, là, tu sais, comme une toile, là, comme un canevas, en fait. Ils ont chacun leur tatouage, là, tu sais, qui les représente. J'avais déjà fait faire celui de Lorelai il y a quelques années parce qu'elle a 18 ans maintenant. Puis toi et moi avons travaillé ensemble sur celui de Joshua que tu as terminé juste avant ton congé de maternité, justement. Puis, ben, tu sais, comme veut pas, si on veut quelque chose qui nous ressemble, si je veux que ton esprit créatif puisse fonctionner, ben, j'ai besoin de te livrer, tu sais, dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'y vois, comment il est cet enfant-là, pourquoi on choisit ça. Puis, bon, effectivement, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Puis, ben, à partir de janvier, on va travailler sur le 3e, là, qui est celui de Laetitia. Puis, éventuellement, tu vas travailler sur une pièce qui me représente moi dans ma féminité puis dans ma maternité et tout ça, parce que c'est important. Fait que, naturellement, ça permet à plusieurs égards de découvrir plein de facettes. Puis je pense que ça s'apparente un peu à moi dans mon univers de coaching. Bien, chaque fois que je rencontre mes clients, bien, ils se livrent un peu aussi, puis on travaille. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment fascinant.
Oui, on finit par développer une espèce de connexion avec les gens au travers de notre travail, là. Oui, puis je pense que tu as une sensibilité aussi à ça. Euh, j'ai eu la chance de te découvrir à travers plein des aspects dont on a parlé ensemble. L'une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée sur le podcast, bien au-delà du fait que je trouve que tu es une artiste talentueuse et multi, tu sais, parce que l'une des grandes forces d'Alice, en fait, l'une de ses spécialités, ce qui n'est pas rien, c'est ce qu'on appelle du cover-up, là, donc repasser par-dessus ou recréer un tatouage par-dessus un tatouage qui a déjà été fait, qui parfois a été manqué, qui parfois ne plaît plus ou répond plus aux besoins. Fait que ça demande un esprit créatif non seulement extraordinaire, mais une très grande capacité de visualisation de cette pièce-là pourrait devenir celui-là. Là, naturellement, quand vous allez voir l'épisode, vous allez avoir tous les liens de médias sociaux d'Alice pour aller voir le travail extraordinaire qu'elle fait, mais juste cette spécialité-là t'amène à avoir comme un besoin de compréhension, un besoin une forte capacité à faire abstraction de ce qui est là en ce moment pour voir quelque chose de beau, là, parce qu'il y en a certains que c'est impressionnant, là. Tu pars de quelque chose qui semble, massif et pas très beau, puis t'en fais, des trucs exceptionnels. Fait que je pense que déjà là, tu as comme une espèce de sensibilité qui vient avec ta sensibilité artistique aussi de l'autre côté. Oui, en Puis, effet, quand on fait du cover-up, qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est que, premièrement, en tant qu'artiste, je me sens utile parce que souvent, l'ancien tatouage vient d'une détresse de la part du client. Ça crée une détresse psychologique. Des fois, j'ai des clients qui ont honte et ils me le disent, ils disent, je veux pas porter de chandail à manches courtes parce que si on voit mon tatou, je vais pas être bien, je vais pas être à l'aise. Fait que de moi, d'arriver à transformer ce sentiment-là pour que la personne, elle en soit fière, puis qu'elle soit fière de montrer son bras, puis de porter des chandails à manches courtes, je me sens utile, je veux faire quelque part. Fait que c'est assez satisfaisant comme spécialité. Puis aussi, en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Fait que c'est un beau défi à chaque fois. Puis il faut s'adapter aussi à chaque type de peau et à chaque type d'encre qui a été utilisée sur l'ancien tatouage. Ce qui fait que chaque fois, c'est pas la même chose, c'est pas la même technique, il faut s'adapter sans arrêt. Et ça, pour beaucoup d'artistes tatoueurs, ils ne vont pas apprécier ça parce que justement, ils n'ont pas 100% le contrôle de ce qu'ils font. Moi, au contraire, c'est ce que j'adore parce que justement, le fait que ce soit pas pareil à chaque fois me permet de m'adapter puis d'apporter quelque chose de bien aussi pour le client. puis tu sais, moi, ce que j'ai expérimenté, là, dans le fond, tu me fais le dos, là, puis j'avais déjà le dessin de Lorelai dans le coin en haut à gauche, puis j'avais déjà un papillon, tu sais, que tu vas revamper justement sous peu, là, qui est comme un tatou que j'aime encore, mais que naturellement, avec tout ce que tu as mis de beau sur les autres, ben, il a l'air un peu plus vieux, puis un peu plus pâlotte, on va dire, fait que tu vas le revamper, mais quand j'ai commencé à chercher des artistes tatoueurs pour faire cette pièce-là que moi j'avais en tête, avec effectivement des styles différents parce qu'ils correspondent à des personnes différentes dans mon esprit, bien, si tu savais la quantité d'artistes qui m'ont dit non, non, moi je ne travaille pas sur un canevas qui n'est pas vierge, là. Fait qu'ils ne voulaient pas tatouer à côté d'autres dessins, ils ne voulaient pas travailler sur ceux qui étaient déjà faits. Fait que, tu sais, ça amène aussi non seulement une spécialité, mais en plus, tu sais, une certaine unicité dans ce que tu fais là, comme travail. Oui, en effet, je comprends quand même l'opinion des autres artistes, puis je les respecte totalement. Quand on est artiste tatoueur, il faut visualiser ça comme si on peignait une toile sur une personne. Donc, Exact. c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile de partir sur une toile qui est vierge, qui n'a rien dessus, que de partir sur une toile où est-ce qu'il y a déjà quelque chose qu'il faut s'adapter à ce qu'il y a actuellement. Fait que je respecte totalement leur opinion, mais je dois avouer que je suis une fille qui fit pas dans un cadre autant parmi les artistes tatoueurs que parmi les gens. Donc, moi, j'aime faire ça différemment, puis j'aime plus m'adapter, en fait, avec ce qui vient déjà avec le client, avec ses besoins, puis essayer de trouver à ce moment-là le chemin qu'il faut pour le satisfaire. Puis tu sais, je pense que business-wise, là, c'est aussi un bon créneau. Tu sais, comme
le tatoueur qui a fait le dessin de Lorelai, je le connais bien, c'est aussi un ami. Lui, il est très portrait dans ce qu'il fait, il est très gris aussi, peu de couleurs, là, il m'en a mis un peu parce que j'y tenais, mais tu sais, c'est pas trop son turf. Puis j'ai été le voir justement quand Lorelai voulait faire une petite étoile ici, puis ça. Puis je lui parlais de toi, puis là, j'y ai montré ce que tu avais fait pour Joshua, puis il trouvait ça très beau, puis je disais, hey, tu sais, sa spécialité, c'est le cover-up, puis la première affaire, puis je t'avais écrit, la première affaire qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu peux me donner ses coordonnées? Il y a plein de monde à qui je pourrais la référer. Elle fait une belle job, puis en plus, elle aime ça. Tu sais, c'est comme malade. Fait que non seulement tu as le client là, comme moi, qui débarque dans ton salon puis qui se dit ah, s'il te plaît, Alice, fais tel projet, mais tu as d'autres artistes tatoueurs pour qui tu peux venir complémenter le travail sur des aspects qu'eux ne veulent pas traiter. Là. Oui, absolument. Ça arrive à l'occasion qu'il y ait des artistes qui le savent, qui sont conscients de leurs capacités, puis c'est très bien, c'est ce qui fait que ce sont des professionnels qui vont avoir conscience de ses capacités. À ce moment-là, quand ils reçoivent justement un client où ils ne peuvent pas répondre à ses besoins, bien, ils peuvent le référer à un autre artiste qui peut lui répondre à ses besoins. Ça fait partie du professionnalisme de l'artiste tatoueur, je pense. Puis je pense, tu sais, là, tu parles de talent ou de. Mais il y a aussi un certain moment où est-ce que, comme n'importe quel autre artiste, votre boucle de commandes devient de plus en plus chargée. Et donc, comme n'importe quel entrepreneur, éventuellement, vous faites une certaine sélection des projets, des clients, des gens, des types de pièces sur lesquelles vous voulez travailler. Fait qu'il y en a qui ont choisi de ne faire aucun cover-up parce que c'est pas ça qui les fait vibrer. Puis, tu sais, l'aspect complexe dont toi, tu tripes, eux, ils sont comme, aïe, c'est un casse-tête, moi, je préfère faire X ou Y. Fait que, tu sais, ce que je trouve beau, c'est que l'artiste, surtout dans ton cas, puis on va en parler, là, mais l'artiste cohabite très, très bien avec l'entrepreneur, là. Il y a comme une tête business en même temps qu'une tête artistique, là, dans ton cas, là. C'est sûr que oui. Moi, premièrement, je réponds à un problème qui est très, très fréquent, mais qui n'a pas beaucoup d'offres. Donc, au niveau de l'offre et la demande, la balance, ça pèse beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Fait que de ce point de vue-là, excuse-moi, pardon, je réponds à un besoin, de un. Puis de deux aussi, oui, en effet, quand on arrive avec un booking qui est vraiment très gros, on se met à mettre en tant qu'artiste des exigences. Mais ce n'est pas des exigences nécessairement pour mettre un frein à la population, plus que d'être en fait mieux dans nos conditions de travail. Parce que si l'artiste tatoueur, qui est comme un artiste peintre avec une toile, est plus à l'aise et plus heureux, c'est sûr qu'il va avoir des répercussions à ce moment-là sur l'œuvre. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait partie du cycle de vie d'un entrepreneur. Quand tu Oui, commences à vendre quelque chose, tu vends souvent à tout le monde un peu de tout pour commencer à dans ton cas, c'est faire des tatous, là, mais dans mon cas, ça a été commencer à coacher, puis dans d'autres cas, ça a été commencer à vendre des pots de crème, puis dans d'autres cas, fait que, tu sais, comme tu vends plein de choses à plein de monde, parce que là, tu veux te lancer. Après, tu vends encore plus de choses à plein de monde, parce que là, tu veux augmenter tes ventes, parce que l'objectif, c'est de pouvoir en vivre dans une grande proportion des cas. Puis, à un moment donné, il y a une prise de conscience qui dit, ah, quand je travaille sur tel mandat ou sur tel type de pièce dans ton cas, bien, ça me plaît moins. Ou tel type de client, c'est pas tout à fait aligné avec ce que je souhaite. Tu sais, comme par exemple, moi, il y a un moment donné où est-ce qu'il y a des gens qui m'approchaient, moi, mon mari est entraîneur personnel, puis il y a des gens qui m'approchaient pour de la perte de poids, tu sais, parce qu'il y a naturellement un aspect, oui, physique, là, genre je bouge, je m'entraîne, mais il y a aussi un aspect, tu sais, mental, les blocages et tout ça. Puis dans mon cas, mon mari étant spécialisé là-dedans, c'est vraiment une tranche qui m'interpelle moins. Fait qu'à un moment donné, tu as plein de clients, il y a des gens qui viennent vers toi, bien, comme toi avec les pièces ou avec les styles, puis comme les coachs ou comme des vendeurs de, tu sais, il y a des gens qui vendaient pour les animaux puis qui se sont spécialisés dans les chats ou dans les chiens. Ça fait partie du cycle de vie d'un entrepreneur à un moment donné de se dire, OK, quels sont les produits, quels sont les services, quels sont les clients avec qui je veux travailler, quels sont les partenaires ou les fournisseurs avec lesquels je veux travailler. Tu sais, fait qu'on arrive à un moment donné à une certaine sélection parce que, puis c'est là qu'on commence des fois à circonscrire un peu notre champ d'action comme entrepreneur, puis de se dire, ah, moi, ce que j'aime, puis là où je suis la meilleure ou le meilleur, c'est ça. Fait que, tu sais, comme artiste tatoueur, ben, vous ne faites pas exception, là. oui, absolument. Puis encore plus,
personnel que ça si on devient entrepreneur dans la vie, parce qu'il y a des artistes tatoueurs qui travaillent pour d'autres entreprises qu'eux, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils sont à ce moment-là employés. Dans mon cas, à moi, je ne suis pas employée, je suis entrepreneur. Oui, les entrepreneurs vont travailler un petit peu plus fort que le reste des salariés, si je peux dire, parce qu'au lieu de porter un chapeau, ils vont porter plusieurs chapeaux. Ils vont être leur propre secrétaire, ils vont être leur propre main-d'œuvre aussi. Ils vont être leur propre préposé à l'entretien, si je peux dire. Mais le but de travailler plus fort comme ça, c'est qu'il y a aussi un objectif qu'on veut atteindre qui est la liberté de choix. Fait que ça s'applique à ce moment-là au niveau de la clientèle. Et cette liberté-là, la définition de ce mot-là est différente aussi pour chaque entrepreneur. Fait que ça dépend qu'est-ce qui va donner plus ce sentiment-là à une personne ou à un autre, ce ne sera pas la même chose. Vraiment. Puis, ceci m'amène à reculer de quelques années. Où est-ce que, tu sais, comme là, on a mis la table, là, la liste d'aujourd'hui est à mes yeux un entrepreneur à succès, un artiste accompli, puis j'aime autant la personne que, tu sais, comme tes compétences. Tu t'es-tu levé un matin en te disant, moi, je vais être entrepreneur? T'as-tu toujours su que tu serais entrepreneur? Dis-moi. Malheureusement, non. C'est une histoire qui est quand même plutôt triste, mais pour être honnête, j'en suis très fière de cette histoire-là. Je me suis pas levée un matin comme ça. En fait, ça s'est imposé à moi parce que je suis quelqu'un qui a un passé qui est très, très lointain. J'ai été, pour le dire, il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer, j'ai été sans abri, j'ai été dans la rue. Et n'ayant pas accès à la scolarité, j'ai pas pu avoir de diplôme dans aucun domaine. Et on vit dans une société où on a une grosse pression par rapport à ça. Il faut un diplôme pour réussir dans la vie. C'est obligatoire, ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit un jour. Et dans mon cas, à moi, c'était pas possible parce que tu peux pas essayer de trouver un endroit où vivre. Tu peux pas essayer de trouver à manger parce que je savais pas si j'allais dormir sous un toit un soir ou si j'allais avoir un repas devant moi tous les jours. D'aller à l'école puis d'aller chercher un diplôme. C'était pas ce qui était possible pour moi. Donc, il fallait que j'analyse mes forces et mes faiblesses et que je trouve une solution pour pouvoir me sortir de cet environnement-là parce que c'était pas la vie que je voulais, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis assise avec moi-même. J'ai toujours été très forte au niveau artistique. Il fallait que je trouve un métier que je pourrais faire sur le long terme qui pourrait m'aider à m'en sortir. Artiste tatoueur est arrivé à ce moment-là dans ma vision. Fait que j'ai tout fait pour concrétiser cette vision-là avec les moyens que j'avais. Puis dis-moi, là, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans à ce moment-là. C'est très jeune, même moi, j'en viens pas en fait aujourd'hui quand que j'en parle. D'ailleurs, je suis à l'aise d'en parler depuis vraiment pas longtemps. J'avais seulement 15 ans à ce moment-là, puis je savais par contre que je voulais pas être dans cette vie-là et que je voulais pas cette situation-là, ça ne m'appartenait pas, je voulais pas être vue comme ça aussi sur le long terme non plus. Mais par contre, ce que je désire aujourd'hui, c'est prouver aux gens que c'est possible de s'en sortir. Exact. Puis c'est une des choses qui m'a interpellée quand on en a discuté, parce que au-delà du fait que tu as consciemment mis les énergies pour sortir d'une situation qui est impensable. Tu sais, on ne souhaite pas à personne de se demander à 15 ans comment elle va manger, dormir, puis gagner sa vie pour s'en sortir. Il y a comme une douceur chez toi pour quelqu'un qui s'est beaucoup battu, jeune, pour parvenir à sortir d'un environnement comme celui-là. Il y a aussi un cheminement en parallèle qui est exceptionnel. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as cette douceur-là en même temps qu'une drive quand même assez impressionnante, on va dire ça comme ça. Fait qu'entre le moment où est-ce qu'à 15 ans, tu réalises que tes talents artistiques peuvent devenir en fait un gagne-pain et le moment où ça se concrétise, comment ça se passe? Tu sais, tu te mets à dessiner sur des gens, tu t'achètes une petite machine puis tu tatoues tout le monde qui veut. Comment ça se passe? La façon que ça s'est passé, premièrement, ben, j'étais sans abri, donc j'avais pas d'argent. Tu dois marcher beaucoup pour pas avoir froid dans cette situation-là. Tout le monde qui a été sans abri savent de quoi je parle. Tu dois marcher beaucoup. Et en marchant, j'ai déjà trouvé un 20 par terre. Oh mon Dieu, pour moi, c'était quelque chose, un 20 par terre. Mais il fallait que je l'utilise intelligemment. Puis j'en viens vraiment pas encore d'avoir fait ça parce que j'avais seulement 15 ans à l'époque. Mais j'ai pris ce 20 $-là
Et j'ai acheté au Walmart un paquet de billes, des petites billes avec des petites ficelles colorées pour faire des porte-clés. Il venait avec ça, le petit rond pour faire les porte-clés. J'ai fabriqué des porte-clés en forme d'animaux, puis j'ai fait du porte-à-porte dans les quartiers. Pour les vendre, j'ai vendu en 2 $, 5 pour les gros. Et avec cet argent-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une carte de crédit prépayée au dépanneur. Et je suis allée à la bibliothèque municipale pour avoir accès à un ordinateur. Donc, avec ma carte de crédit prépayée, j'ai commandé sur eBay à l'époque un kit de tatouage pour débutants que j'ai fait livrer à l'adresse d'un de mes amis. Parce que de temps en temps, je pouvais avoir la chance d'aller dormir chez des amis par-ci par-là, mais comme j'avais seulement 15 ans, j'étais mineure, je ne pouvais pas rester longtemps parce que les parents étaient mal à l'aise, puis je comprenais tout à fait ça. C'est comme ça quand tu es dans cet univers-là. J'ai fait venir le paquet chez mon ami et sur Kijiji, il m'avait coûté seulement 150 en vendant mes porte-clés. Je l'ai revendu 300 sur Kijiji. Avec les 300 ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même manège exactement. J'ai recommandé 2 fois le même kit de tatouage pour débutants que j'ai fait venir à l'adresse de mon ami. J'en ai revendu un 300 sur Kijiji et j'ai conservé l'autre. Avec le 300 je m'étais acheté une carte d'autobus qui faisait que je pouvais me déplacer. Et à ce moment-là, ce n'était pas encore la grosse folie des tatouages, mais ça commençait. Donc, je transportais mes affaires de tatouage dans mon sac à dos. Et avec ma carte d'autobus, j'allais chez les gens pour les tatouer. J'avais seulement 15 ans, c'était pas gros ni beau comme aujourd'hui, c'était des petites affaires comme un pouce carré à peu près, puis je vendais ça 10$ juste pour me payer un McDo, puis j'étais vraiment contente de pouvoir me payer un McDo à ce moment-là. Fait que c'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai juste jamais arrêté, en fait. J'ai toujours continué, puis j'ai juste commencé à faire un petit peu plus d'argent. Je faisais un tatou par semaine, 2 tatous par semaine. Ça a commencé à augmenter graduellement. Aussi, mon talent a commencé à augmenter graduellement parce que clairement que j'étais pas douée comme je le suis aujourd'hui à ce moment-là. Puis c'est comme ça que ma carrière allait débuter jusqu'à temps que je puisse tatouer à plein temps, que j'avais les connaissances pour tatouer à plein temps aussi, parce que ça prend des connaissances en biologie pour savoir comment est-ce que la peau fonctionne au niveau de l'absorption de l'encre et tout ça. Vive Internet pour ça, cependant. Puis, tu sais, au début, là, quand nous, on en a parlé, tu me disais, tu sais, que là, clairement, tu nous as expliqué que tu avais cessé l'école, mais au début, c'était comme un manège dans lequel tu essayais de rester à l'école. Fait qu'il y a des Ouais. jours où tu allais à l'école, des jours où tu n'y allais pas. Tu sais, comme, parle-moi-en un peu. Tu sais, moi, pour vrai, là, tu sais, quand tu m'as raconté ça, je me suis dit, mais comment les adultes référents dans une école ou, tu sais, justement, ne réalisent pas le support dont tu as besoin. Tu sais, je suis curieuse, parle-moi un peu. Ça va me faire plaisir d'en parler. La situation, elle est plus complexe que ça. Parce que dans le fond, au début, je suis désolée, maman, si tu vois ça, mais j'ai pas le choix de le dire. Euh, Au début, quand j'avais 14 ans, ma mère est descendue dans ma chambre, puis elle m'a dit: Tu reviens plus, t'es dehors. Mais j'étais déjà suivie par la DPJ depuis l'âge de 10 ans, en fait, parce que ça allait pas bien chez moi. Donc, c'était pas un comportement qui était surprenant, mais malheureusement, la DPJ n'a pas pu me prendre en charge avant qu'arrive vraiment quelque chose de grave à ce moment-là. Et c'était le cas, c'est arrivé. Donc, je suis allée voir la travailleuse sociale de l'école pour lui dire que je venais tout juste d'avoir 14 ans, puis j'étais plus chez moi, que je pouvais plus y retourner, que j'avais plus accès à ma maison. J'ai donc été placée en urgence en famille d'accueil à Saint-Ambroise de Kildare. Salut Lucie, en passant, si tu écoutes. Dans ma famille d'accueil, oui, je suis encore en contact avec elle d'ailleurs. C'était merveilleux. Et j'avais des repas chauds, c'était confortable, j'avais accès à l'école à ce moment-là. Et je ne sais pas comment le système de la DPJ a fonctionné à cette époque-là. Je sais que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais on m'a retirée de la famille d'accueil et on m'a renvoyée chez ma mère. Ma mère qui a démontré qu'elle était prête à me reprendre, qui était prête à s'occuper de moi, qui était prête à m'aimer, puis à m'apporter tout ce que j'avais besoin. Elle l'avait prouvé, puis elle l'avait démontré. Donc, ils m'ont retournée chez ma mère. Et c'est à ce moment-là que je venais d'avoir 15 ans, que je suis retournée à l'école ici, dans le coin et tout ça. Et malheureusement, quelques mois après, ma mère est retombée dans ce pattern-là et me remis à la rue, sauf que le dossier de la TPJ avait été fermé. Donc, on ne pouvait pas me reprendre, on ne pouvait pas me suivre. À ce moment-là, d'ailleurs, récemment, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer le système.
Puis j'ai dit qu'il devrait accorder un suivi. S'il y a un retour à la maison de l'enfant, il devrait accorder un suivi pour être sûr que tout se passe bien au retour à la maison. Parce que dans mon cas, moi, il n'y a pas eu de suivi. Ils ont juste jugé que ma mère était apte à me prendre en charge, ce qui était vrai à ce moment-là. Mais quelques mois après, c'était plus vrai. Puis elle me remis dehors. Puis est-ce que tu penses, là, tu sais, on ne va pas naturellement parler de ça pendant toute la discussion, mais est-ce que tu penses que ce suivi-là devrait aller jusqu'à la majorité pour être sûr que il y a, tu sais, justement, ce qui t'est arrivé ne se reproduit pas? De mon point de vue, oui, parce que on s'entend que comment est-ce que ma situation elle a viré, j'ai bien terminé, j'ai bien viré, mais c'est pas, puis ça n'a pas été facile non plus, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour me rendre là. Fait que c'est pas toutes les petites filles de 15 ans qui sont laissées à elles-mêmes, que n'importe qui peut ramasser dans la rue, qui vont finir comme moi non plus. Mhm. Je comprends que c'est pas tout le monde nécessairement qui a la force et la capacité de faire ça aussi parce qu'il faut aussi vouloir. Et malheureusement, quand tu as été traité comme j'ai été traitée, tu as de la misère à croire que tu le mérites ou que c'est possible de s'en sortir. Puis c'est pour ça que je suis là, en fait. Je veux prouver aux gens que même si ça n'a pas bien été ta vie, qu'elle n'a pas bien démarré, ben c'est possible de s'en sortir. Puis même encore mieux que ça, aujourd'hui, je suis en relation avec mes parents, puis j'ai une belle relation avec eux, malgré tout ce qui s'est passé. Mais ça prend un gros cheminement, ça prend une force aussi de vivre assez extrême, puis une compréhension aussi du pardon, de qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien, puis pouvoir analyser ça à quelque part. Puis, tu sais, tu dis effectivement, ça a été tough. Tu sais, moi, juste la base, c'est ce n'est pas souhaitable. C'est comme on ne souhaite pas globalement qu'aucun être humain ait à vivre ce que tu as vécu. Je suis, et je te l'avais dit quand on en avait parlé lors d'une de mes séances, je me sens très privilégiée que tu la partages, cette histoire-là, parce que elle permet de voir des facettes de toi que l'on ne voit pas seulement, tu sais, par rapport à l'artiste, mais tu sais, quand je parlais de sensibilité tout à l'heure, de, de tête entrepreneuriale, ben, tu sais, comme tout ça, bien que, moi j'appelle ça, là, puis je vais le dire, même si c'est enregistré, là, moi j'appelle ça un cadeau emballé dans de la marde, là, dans le sens où c'est comme, il n'y a rien de le fun dans ce que tu vivais là, mais ça fait aujourd'hui que tu as la force couplée à la douceur, couplée à la certitude que tu es capable parce que ce que tu as accompli est quand même exceptionnel. Euh, Puis là, les quelques mots que tu viens de prononcer sur le pardon, que tu as fait le cheminement pour être heureuse dans ta vie, parce que le pardon, ultimement, c'est pas pour l'autre personne que tu le fais, c'est pour que, comme, que nous-mêmes, on chemine puis qu'on soit bien. Fait que, moi, je suis comme très admirative par tout le trajet. Puis là, tu as parlé de tes parents, mais moi, je sais aussi que tu es dans une relation de couple qui est saine, que vous bâtissez mutuellement, dans lequel, là, vous venez d'avoir un petit coco, tu sais, comme... Fait que il y a comme plusieurs pièces à ce puzzle-là qui est devenu, tu sais, justement, comme tu le dis, puis c'est pour ça que tu en parles et que je trouve ça exceptionnel. Tu sais, comme assurez-vous, là, on avait déjà décrété avec Alice qu'elle était d'accord d'en parler, là, sinon jamais j'aurais ouvert cette porte-là. Mais je Oui, trouve j'ai ça, aucun problème à en parler. Je veux même le partager, en fait. c'est Parce ça. que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'elle est. Fait que Mm, quelqu'un qui ne va pas nécessairement comprendre la situation pourrait me regarder puis me juger en me disant ah, moi, j'aurais jamais pardonné. Tu sais, c'est ton choix, puis c'est correct aussi. Mais quand que tu le vis, tu as deux choix, puis tu n'en as rien que deux. Soit tu pardonnes, soit tu entretiens la haine pour le restant de tes jours. Puis à ce moment-là, il faut que tu fasses le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mm. pardonner? Est-ce que tu veux entretenir la haine? Est-ce que tu veux passer par-dessus ou est-ce que tu veux continuer à traîner ça avec toi? Puis c'est pas facile de faire ce cheminement-là, mais je pense que pour le long terme, il faut faire les meilleurs choix pour soi. Vraiment. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec quelqu'un où est-ce qu'on parlait d'une citation, on ne savait pas c'était qui l'auteur, mais tu sais, cette citation-là, elle est en anglais, là, mais elle dit principalement, tu sais, de choisir son difficile. Ce que je veux dire par là, c'est parfois difficile de parvenir là où tu es rendu aujourd'hui, malgré tout ce qui se passait. Mais c'est aussi excessivement difficile de rester assis dans la situation dangereuse et désagréable dans laquelle tu étais.
des fois, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de choix. Puis pour moi, tu es comme l'exemple parfait de même s'il n'y a pas l'impression ou l'ombre d'une possibilité, c'est de faire un petit pas à la fois en sachant que c'est pas là que tu veux rester, ben tu sais, tu as choisi ton difficile en mode ça va être difficile, mais je vais en sortir plutôt que ça va être difficile puis je vais rester ici, là, tu sais. Ah oui, absolument. Pour certaines personnes, je peux quand même concevoir que si tu te retrouves à la rue, c'est plus facile pour toi de rester à la rue parce que tu penses que c'est plus facile. Mm. Puis oui, c'est vrai que se sortir de ça, c'est extrêmement difficile. Je pourrais en parler durant des heures là, de ce que j'ai vécu, là. Mm. Mais oui, c'est difficile, sauf que ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai le pouvoir de pouvoir raconter mon histoire, puis j'ai le pouvoir de pouvoir prouver aux gens que c'est faisable. Oui, c'est difficile, mais c'est faisable d'être mieux. Puis aussi, si c'était facile, ce ne serait pas aussi beau. Tu n'aurais pas autant appris non plus de choses parce que je peux dire que les connaissances que j'ai, que je n'avais pas avant, me servent immensément, autant dans mon travail, dans mon métier, que dans la compréhension de la situation d'autrui aussi. Puis moi, ce que je trouve magique aussi, puis tu sais, ça, c'est des choses dont on a parlé, mais tu es comme une grande advocate du non-jugement. C'est dans le sens où moi, je t'aimais avant de connaître toute ton histoire, puis pour moi, ce n'est qu'un plus de dire, oh, wow, tu sais, comme elle ose en parler et s'ouvrir parce que, tu sais, entre autres, ce podcast-là est pour moi une manière de créer des brèches chez les gens pour qu'ils réalisent qu'ils ont tout en eux pour pouvoir faire le prochain pas, pour l'améliorer, puis pour pouvoir aller vers ce qu'ils souhaitent. Puis, tu sais, des fois, on est dans des situations où est-ce que le je souhaite aller mieux, c'est changer de poste, changer de job, mais il y a aussi des moments où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va autour, puis que tu es dans la noirceur, tu sais. Je trouve ça le fun de justement pouvoir dire OK, ben oui, tu sais, comme un pas à la fois dans une direction, tu sais, pour que va nous amener à sortir une étape à la fois de la situation dans laquelle elle est, puis ça vient avec un aspect de non-jugement. Tu sais, le fait que tu sois prête et d'accord de partager ce que tu as vécu amène, en fait, de ton côté autant de l'autre côté. Puis si ce n'est pas le cas, de toute façon, on en avait déjà parlé, tu sais, les gens qui sont non respectueux maintenant n'ont plus de place dans ta vie, ce que je trouve exceptionnel. Mais je trouve ça magique que tu rappelles aux gens que ce que tu vois là, c'est tellement seulement qu'une partie de ce que je suis. Puis si jamais moi, je suis passée de là à maintenant où je suis, ben ça se peut qu'il y ait des gens que tu juges actuellement qui, en fait, tu ne vois qu'une toute petite partie de ce qu'ils vivent réellement. Fait que c'est facile, mettons, de dire, ouais, tu passes à côté d'un itinérant, là, en centre-ville, puis tu te dis, ouais, il est pas fort, hein, tu sais, il pourrait se trouver une job, là. Mais tu sais pas, tu sais, elle est passée par quoi, cette personne-là. Tu sais pas comment ça se fait qu'elle s'est ramassée là. Tu sais pas ce qui s'est produit. Puis, tu sais, t'es à une situation de te ramasser à la même place, puis les gens ne le réalisent pas, là. Ah, écoute, absolument. Tu parlais de jugement justement dernièrement. J'ai commencé à parler de mon histoire sur mes réseaux sociaux un petit peu plus Hum, ouvertement. Premièrement, parce que je suis rendue là dans mon cheminement de guérison. hum, Et ça n'a pas été long, comme quoi qu'il y a des gens qui ont dit Hey, oui, mais j'ai été à l'école avec toi, tu me mens, hein, c'est pas vrai. Puis il y a d'autres personnes avec qui je suis allée à l'école aussi qui ont pris la parole à ma place et qui leur ont dit Oui, c'est vrai, je l'ai vu à fabriquer des bijoux pour essayer de les vendre. C'était pas facile. Une autre personne en a commenté par-dessus. Fait que ça finit qu'il y a des gens qui m'ont vu dans cette situation-là, puis il y a des gens qui ne m'ont pas vu dans cette situation-là. Et les gens qui me n'ont pas vu, c'est facile pour eux de me pointer du doigt et croire que je ne l'ai pas vécu. Heureusement, dans ce cas de figure-ci, j'ai même pas eu à rien dire ou à me défendre parce que les gens qui m'ont vu, visiblement, ça les a profondément marqués. Parce que même pratiquement 15 ans plus tard, ils reparlent de ce qu'ils ont vu à mon sujet. Et en effet, comme tu dis, la personne qui est dans la rue, qui est sans abri, euh, on ne peut pas s'attendre d'elle à ce qu'elle ait nécessairement la force de s'en sortir parce qu'elle va peut-être l'avoir plus tard, elle va peut-être l'avoir quand ça va être le bon moment pour elle. Le cheminement guérison est très différent d'une personne à l'autre. La personne qui est sans abri, c'est peut-être son cheminement de guérison, il n'est pas rendu au point où est-ce qu'elle est capable de se poser des bonnes questions, puis de se dire qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Elle n'est peut-être pas prête, puis c'est correct aussi, parce qu'il faut prendre le temps de vivre certaines choses à un moment donné. Et ensuite de ça, tu vas être plus à l'aise d'en parler. Comme moi, j'ai presque 30 ans, puis c'est maintenant que je suis à l'aise d'en discuter, en fait, de ce que j'ai vécu. Pourtant, c'est des histoires qui se sont passées il y a pratiquement 15 ans.
Tout à fait. Puis tu sais, quand tu dis, il y a des gens qui ont comme répondu, ben non, c'est pas ça, puis tout ça. Il faut aussi, tu sais, moi, je me place toujours dans les deux situations. J'ai de l'empathie pour ces gens-là qui se disent non, c'est pas vrai. Parce que c'est difficile, tu sais, comme on a souvent l'impression que, par exemple, l'itinérance et la misère est tellement lointaine de nous que quand on réalise, par exemple, qu'une amie du secondaire se ramassait dans une situation comme celle-là, qu'on n'a rien fait, mais même si on le savait pas, il y a comme ça éveille en nous une espèce de sentiment de crime avoir su, j'aurais. Tu sais, mais comme la réalité, c'est un, tu ne savais pas, et deux, tu ne pouvais pas, tu sais, parce qu'il y a des situations qui sont, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, là, c'est tellement de situations entrecoupées. Fait que les gens ont comme un peu l'impression qu'ils doivent se défendre de ne pas avoir, tu sais, comme été là, avoir aidé, avoir supporté. Fait que c'est sûr et certain que ça crée, en fait, une espèce de prise de conscience chez les gens qui avaient l'impression que la misère, c'était juste pour les autres, là, tu sais. Oui, absolument. Puis, excuse-moi. Il y a le tu savais pas, il y a le tu pouvais pas, mais il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus complexe comme situation que ce que c'était. Moi, il y a des parents de mes amis qui ont essayé de m'adopter. J'ai des parents Hum, qui ont essayé de faire les démarches auprès de la DPJ pour me prendre en charge. Et ils sont allés jusqu'au bout des démarches. Et au bout de la démarche, la DPJ a dit non, vous n'avez pas le droit de l'avoir chez vous parce que vous travaillez de nuit puis que c'est pas assez concluant pour avoir une jeune. Fait à ce moment-là, euh, je ne veux pas accuser personne, mais ils ont refusé à cette famille-là de me prendre en charge. Fait qu'ils ne pouvaient pas. Puis s'ils prenaient en charge à ce moment-là une personne mineure qui n'avait pas le droit de prendre en charge, ça pouvait être pris de n'importe ouais, quelle manière. Ça aurait pu leur faire beaucoup de problèmes au niveau légal aussi. exact. Fait que je Tout à comprends fait. que ma situation était vraiment compliquée, comme personne veut de problème. Le monde veut m'aider, mais ils ne veulent pas de problème non plus. Oui, À tout ce à moment-là, fait. quand on retourne en arrière, alors que j'étais la petite fille de 15 ans. Puis je devais dealer avec ça aussi. Je voulais pas être un problème, je voulais pas apporter un problème, fait que j'avais honte aussi. Il y a ça qui vient Exact. aussi Ben encourager le oui. fait que je voulais cacher ce que je vivais, en fait. Oui, puis tu sais, je veux dire, pour les amis d'école qui se disaient, ben non, c'est pas vrai, on allait à l'école ensemble, c'était pas la première chose dont tu discutais, tu sais, dire, hey, hier, j'ai pas dormi nulle part, puis je me suis cachée à tel endroit, puis là, tu sais, comme, fait il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, puis tu sais, quand tu parles du fait qu'ils se sont rendus jusqu'au bout du processus, puis que parce qu'ils travaillaient de nuit, on leur a dit, c'est pas possible, tu sais, on parle d'un système versus un individu, on le sait que ce système-là, il est cassé, puis qu'il y a plein de choses à améliorer. Les individus qui Absolument. travaillent dedans, pour la grande majorité d'entre eux, sont des gens exceptionnels qui veulent réellement faire une différence. C'est juste qu'au niveau du processus, tu sais, puis là, c'est là que ça devient compliqué. Bien, si ça avait été un humain qui aurait réfléchi plutôt qu'une machine à tout ça, il y a bien plus de bénéfices à ce que toi, tu sois chez une famille qui travaille de nuit que dans la rue, pas de famille. Là, je pense que tout le monde serait d'accord avec le sujet. La problématique, c'est que le système ne fonctionne pas comme un seul humain qui réfléchit. Là. Non, absolument. C'est qu'il y a énormément de questions légales autour de ça. Il y a le fait que mes parents faisaient un bon salaire aussi, ils avaient été jugés aptes à s'occuper de moi aussi. Mais encore là, je le rappelle, la situation était énormément plus complexe que ce que c'était. C'est pas parce Exact. qu'une journée, par exemple, ma mère allait bien que le lendemain, elle allait toujours bien. C'est différent. Puis aussi, autour de ça, il y a les problèmes personnels, il y a les problèmes psychologiques de chaque individu qui rentre en ligne de compte, qui n'ont pas été évalués par le système, comme que tu dis, qui est une machine, qui n'a pas nécessairement le pouvoir de faire ça. Tout à fait. Fait que, mettons là, on est rendu au moment où est-ce que tu tatoues de plus en plus, financièrement, là, tu commences à te payer des McDo puis tu trouves ça le fun. Dis-moi, est-ce que tu as toujours travaillé pour toi ou est-ce que tu as déjà travaillé, mettons, dans d'autres salons parce que tu avais du talent puis que, dis-moi, cette portion-là, as-tu toujours été à ton compte? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? J'ai pas toujours été à mon compte. J'ai déjà travaillé dans deux shops à tatou. La première, j'en parlerai pas beaucoup. De toute façon, elle n'existe pas pour la simple et bonne raison que les circonstances ont été très dangereuses pour moi. Hmm. C'est des motards qui m'avaient ramassé dans la rue et c'est beaucoup plus grave et profond ce qui s'est passé à cette époque-là de ma vie. Mhm. Donc, il m'avait dit, le moteur en tant que tel, il m'avait dit, ah, t'es tatoueuse, tu tatoues super, j'aurais besoin d'une tatoueuse pour travailler pour moi, je vais te donner un appartement, je vais te donner un camion. C'est leur stratégie, en fait, pour ramasser des filles dans la rue. Ça l'a passé
Il y a eu des documentaires sur le sujet qui ont passé justement. Puis c'est drôle parce que je me suis vue là-dedans, mais je ne savais pas que c'était une stratégie. Ben, je me suis fait avoir. Ils m'ont ramassé, ils m'ont donné, oui, un logis, mais bientôt, ça a été beaucoup plus dark, beaucoup plus tu dois travailler, par exemple, 12 heures par jour gratuitement pour moi parce que sinon, je vais te faire des problèmes. Puis c'était très, très menaçant comme environnement. Il a fallu que je m'enfuis à cette époque-là, que je me sauve. Et c'est ma grande sœur qui m'a hébergée sur son divan, dans son salon, alors qu'elle avait peu de moyens. Le temps de me cacher justement de ces gens-là qui étaient extrêmement dangereux pour moi. Fait que ça a été la première shop. Je peux pas appeler, c'était pas une shop qui existait, c'était juste un Ouais, très prétexte, je pense, underground pour et prétexte. m'embarquer. Exactement, c'est un prétexte pour m'embarquer dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Ensuite de ça, quand que j'ai travaillé, quand que j'ai été hébergée, excusez, pardon, chez ma soeur, j'ai loué un petit local. Et quand je dis un petit local, c'était minuscule dans un salon de bronzage. Il me coûtait 300 $ par mois. C'était vraiment un tout petit local. Et j'ai commencé à faire des tatouages là à mon compte. Fait que c'était vraiment juste, en fait, pour essayer de me remettre de cette situation-là. Et j'ai pu, à un moment donné, me louer une chambre grâce au salaire que je faisais. Fait que j'ai loué une chambre chez une amie qui avait sa maison. Et j'ai pu transférer, à ce moment-là, j'ai travaillé dans une shop à tatou à Terrebonne. J'ai pas aimé l'expérience. J'ai pas aimé comment le propriétaire, malheureusement, il gérait sa shop. Puis bien à lui, si lui il aimait comment il gérait ça, c'est correct aussi. Mais j'ai la fibre entrepreneuriale. Donc, C'est ça. il y a aussi un peu le fait que je voulais gérer mes horaires, faire les choses à ma façon et tout ça. Donc, j'ai quitté au bout de 3 semaines, quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas restée longtemps. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai toujours travaillé à mon compte. J'ai Mais tu sais ce pu que me tu viens de louer. dire. Vas-y, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de problème, vas-y. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Tu sais, je ne suis pas sûre que ce soit toutes les shops. Bon, la première, naturellement, c'est inadéquat, là, mais ce que je veux dire, c'est, mettons que tu en aurais fait plus qu'une, tu as vraiment un profil entrepreneurial, là, tu sais, où est-ce que tu veux, tu l'as dit tantôt, là, la liberté, gérer mes horaires, gérer mes affaires. Fait que je pense que peu importe la qualité de la shop dans laquelle tu aurais été, ça n'aurait pas Il été m'aurait la pas bonne convenu. affaire parce que ce que tu souhaitais au final, c'était comme gérer tes propres affaires puis Ah faire oui, belle puis ça chose, bouille dans mes veines. Ça bouille dans mes veines, clairement. l'entrepreneuriat, complètement. Non, c'est ça, fait que j'ai quitté. Puis, à un moment donné, j'ai eu les moyens de me louer un appartement, un 3,5. C'était mon premier appartement. Un 3,5 que j'utilisais le salon pour faire mes tatouages. Donc, dans mon propre salon, avec ma cuisine à côté, ça ressemblait à le tatouage du dimanche, là. Mais ça fonctionnait et j'avais un emploi de nuit en même temps dans un dépanneur. Fait que je faisais les deux parce que j'étais pas encore capable de faire du plein temps en tatouage. À un moment donné, j'ai été capable de faire du plein temps et là, j'ai pu me louer un 4,5 à Laval et dédier une pièce dans mon 4,5 juste à ça, au tatouage. Puis à partir de ce moment-là, ça commençait à aller mieux. J'ai pu tatouer à plein temps, ça rentrait. Je commençais à faire un petit peu plus de sous, avoir un petit peu plus de moyens. C'était vraiment bien. Et j'ai pu, après ça, ouvrir ma shop à Laval. C'est là qu'on s'est rencontrés, je crois, à ma shop à Laval sur le boulevard Cueil-Labelle. Et Quand tu ça venais allait de bien. déménager, quand toi et moi, on s'est connus, Oui? tu venais de OK. déménager à cause de la pandémie. Là, tu venais de finir de fermer ça. Quand on s'est Oui, c'est connus, ça. tu étais là-bas. Puis mon premier rendez-vous a finalement eu lieu à Mirabel parce que, ben là, je te laisse raconter l'histoire, là, mais Oui, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, j'ai ouvert ma shop à Laval. C'était vraiment bien. On était plusieurs. Mon entreprise agrandissait beaucoup, évidemment, comme tout le monde. Est arrivée la pandémie. J'ai malheureusement dû fermer mon commerce à cause de la pandémie puis de toute la complexité du sujet. On pourra en parler pendant des heures, ça aussi, d'ailleurs. Mais encore là, je ne me laisse pas abattre. Je suis partie de vraiment loin, donc c'est pas aujourd'hui que j'allais me laisser abattre malgré cette épreuve-là. J'ai acheté une maison, j'ai ouvert ma shop. J'ai ouvert un bureau dans la maison, puis maintenant je travaille toute seule avec les clients, puis j'adore ça. c'est quand même extraordinaire. Puis là, tu sais, on parle de tatou. Entre-temps, tu sais, à défaut d'être suffisamment occupé, parce qu'on va se le dire, tu travailles, bon, peut-être moins maintenant que Coco est arrivé, mais tu travaillais quand même une certaine quantité, on va dire, mais tu as Oui. décidé de rajouter à ça l'impression 3D, bon, le piercing naturellement. Tu sais, comme tu as vraiment, quand tu dis fibre entrepreneuriale, là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui bout. Tu sais, comme quand ça fait trop longtemps que tu n'as pas mis une nouvelle idée sur le marché, il y a quelque chose qui manque, là. Oui, absolument. D'ailleurs, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une maladie, l'entrepreneuriat dans mon cas.
J'en vis, j'en rêve, j'en mange. J'ai besoin de projets, j'ai besoin d'une autre étape. Je crois que ça vient d'une habitude aussi que j'ai tellement toujours couru après ma liberté qu'à cette heure que je l'ai, ben, je ne peux juste pas arrêter de courir. Donc, oui, je suis artiste tatoueuse. Oui, je suis artiste perceuse. C'est un fait. Mais depuis 3 ans aussi, j'ai des boutiques en ligne. Je fais de l'import-export. Et depuis cette année, je suis maintenant investisseur immobilier depuis peu. C'est très cool. Fait que, tu sais, comme le trajet entre la petite fille qui était dans la rue puis la femme d'affaires aujourd'hui a été pavé de difficultés, là, tu l'as nommé assurément. Aussi de belles découvertes, tu sais, surtout te concernant, là. Puis d'accomplissement ou de réalisation de rêves que tu caresses pour certains depuis un petit moment, là. Fait que Oui, absolument. Puis les difficultés, je me cache pas, puis je vous le cache pas à vous non plus. Il va toujours en avoir. Ça se peut que j'ai besoin de reculer pour mieux réavancer. C'est arrivé quand j'ai dû fermer ma shop à Laval à cause de la COVID, que j'avais pas prévu, que d'ailleurs personne n'avait prévu, l'intensité de ce sujet. non, c'est clair. Non, c'est ça exactement. Cependant, je suis consciente que tout est possible, que ça ne tient qu'à moi de décider quel objectif que je veux et comment je fais pour l'atteindre. Parce que même si ça ne semble pas facile, même si on a des problèmes, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à chaque problème, il y a sa solution. J'aimerais ça prendre 2 minutes pour parler de la maternité. Tu sais, tu Oui. viens de nommer que ben, maintenant, tu étais toute seule dans ton atelier à Mirabel. Euh, Comment on fait quand, globalement, notre revenu est directement corrélé à notre présence physique en train de faire un dessin ou un tatou, puis que naturellement, la grossesse vient un peu intercaler là-dedans, là, ne serait-ce que parce que tu as dû être arrêté un petit peu, puis après, ben, tu as accouché, puis ça se planifie d'avance. Comment vous avez fait ça, ton chum et toi? Dis-moi. Pour être honnête, tous les jeunes parents vont me comprendre. On fait son mieux. On n'a pas le choix, on fait son mieux. C'est comme ça. Au début de ma grossesse, je suis tombée très malade aussi. Il a fallu que j'arrête de travailler 3 mois de temps parce que j'avais plus de système immunitaire. Puis si je pognais, par exemple, la COVID, je pouvais décéder. C'était un risque très, très élevé. Il a fallu que j'annule 3 mois de clients. Ça m'a brisé le cœur, ça c'est sûr et certain. J'ai repoussé des rendez-vous. Il a fallu que je joue beaucoup dans mes horaires. Il a fallu que je m'excuse à tout le monde aussi, même si ce n'était pas de ma faute nécessairement. Un avantage, par contre, c'est que j'essaie d'apprendre de chaque bad luck, de chaque situation qui m'arrive. Donc, comme j'avais dit plus tôt, j'ai perdu ma shop durant la COVID et j'avais plus aucun revenu. Ça m'a sonné une cloche qui me dit que je devais diversifier mes revenus. Donc, j'ai créé mes boutiques en ligne à partir de ce moment-là. Les boutiques en ligne, ils vont quand même relativement bien aujourd'hui et m'apportent un revenu supplémentaire. Fait que durant les 3 mois qu'il a fallu que j'arrête de travailler, qui étaient non payés, que c'était pour le bien-être de mon bébé et mon bien-être à moi aussi, bien, j'avais ce revenu-là qui venait combler un peu. C'est sûr que c'est pas pareil, mais ça vient aider quand même. Donc, diversifier ses revenus en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il faut faire ça, c'est important parce que justement, tu ne sais pas ce que l'avenir peut te réserver. Pour en revenir à ma maternité, quand mon petit coco est né, évidemment, je ne pouvais pas tout de suite faire ce que j'appelle mon entreprise de service, qui est le tatouage et le piercing. Donc, je me suis rabattue sur d'autres choses. J'ai commencé à ce moment-là à étudier mes projets d'investissement dans l'immobilier. J'avais 4-5 rendez-vous dans les banques, puis j'emmenais mon petit coco en portage dans les rendez-vous. J'étais habillée toute chic, toute propre sur moi, en bel habit, mais j'avais mon petit coco en portage sur moi, puis j'allais au meeting avec les banquiers pour essayer de me faire approuver un prêt, pour négocier tel taux d'intérêt, etc. C'était quand même assez excitant, fait que mon petit bébé a vécu ça. Puis sinon, pour ce qui est des boutiques en ligne, pour ce qui est de l'import-export, ben, mon petit bébé est encore là, en portage, il me suivi, on préparait les commandes ensemble, on essayait de dealer avec ça. Quand je fais le secrétariat, ben, j'avais encore là mon petit bébé sur moi, puis des fois dans des meetings Zoom comme qu'on a en ce moment, j'avais mon petit bébé sur moi. Ça pouvait être drôle, des fois, ça faisait des situations cocasses, comme à un moment donné, durant un meeting avec une entreprise de gestion de location immobilière, ben, mon bébé m'a vomi dessus totalement partout pendant que j'avais mon meeting. Fait que là, je gardais mon bébé sur moi pour cacher la tache de vomi sur ma chemise et j'essayais de dealer les offres à ce moment-là, de cette manière-là, pendant 1 heure de temps, ça paraissait pas. Ou c'est ça le pari, ils me l'ont pas dit. C'est fou, hein, ce que l'on fait.
faut essayer de dealer Faut que avec ça la marche. famille et l'entrepreneuriat. T'as pas le choix, c'est comme ça. Fait que tu fais avec ça, puis t'essaies que ça passe. Faut que ça marche, c'est clair. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, si jamais je devais, mettons, définir tout ce que tu nous as raconté qui est un peu hors norme, tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, tu sais, moi, je ne fit pas dans une case, en fait, j'aime bien tout ce qui est à côté. Encore là, tu sais, tu as recommencé à travailler, vous avez choisi avec ton conjoint de splitter le congé, c'est plus lui qui le prend, bien que ça devienne de plus en plus commun, Dieu merci. C'est quand même pas la majorité. Fait que là encore, tu sais, moi, j'ai vu sur tes médias sociaux des fois des gens qui te posaient des questions, des gens qui étaient intéressés, puis qui étaient comment, ben, comment ça se fait que tu recommences? Puis, tu sais, tu as toujours la douceur et la gentillesse d'expliquer. Puis, je vais te laisser l'expliquer parce que je trouve ça le fun quand tu parles de votre couple égalitaire. Puis, je trouve que c'est quand même un sujet important à mettre de l'avant aussi, là. Oui, absolument. Moi puis mon conjoint, on a un couple égalitaire. J'ai cette chance-là, puis ce qui est drôle dans ce que je dis, c'est que c'est pas censé être une chance. Ce serait censé être normal que l'homme dans le couple prenne autant de responsabilités que la femme, en fait. Puis mon conjoint, il pourrait vous le dire, d'ailleurs, il est tout à fait d'accord avec ça. C'est même lui qui encourage ça. Parce qu'on se fait énormément juger à cause de ça en tant que couple. Même des fois, on a rendez-vous chez le médecin, puis là, le médecin, il me regarde, puis il me demande comment ça va la maternité. Je fais, ah, ça va super bien, j'ai recommencé à travailler. Puis là, on voit le petit choc, là. Ah ouais, comment ça, tu as recommencé à travailler? Ben là, le bébé, il est à qui? Et mon conjoint, il est assis à côté de moi. Puis le médecin, il me parle comme ça, tu sais. Et le conjoint, il regarde le médecin, il est comme, ben, c'est moi. Allô, tu sais. Et mon conjoint qui essaie d'expliquer, c'est parce qu'on n'arrête pas d'encourager les hommes à prendre leurs responsabilités paternelles. Mais tu sais, dans la responsabilité des parents, il y a un 100%. Donc, si la mère prend le 100%, ben c'est sûr que le père ne peut pas rien prendre. Fait que la mère doit laisser 50% du travail au père pour qu'il le prenne, ce 50%-là. Puis c'est ce qui fait qu'on est une famille unie. Et mon conjoint s'est fait énormément discriminer quand j'ai accouché. On lui a dit, ah, tu vas voir ton enfant, il va préférer sa mère, puis c'est normal. Tout le monde essaie de le réconforter. Il y avait comme des fausses bonnes intentions. On a pu leur prouver que c'est totalement faux. Mon bébé est très, très heureux de voir son père puis de passer du temps avec son papa. Et le papa est très, très heureux de pouvoir rester avec son garçon aussi. Oui, c'est ça, vice-versa. Je pense que ça part effectivement, puis tu l'as bien dit, de croyances, puis de choses qui ont été teintées, là. Tu sais, comme moi, je te l'ai dit, là, j'en ai 3, je l'ai un peu vécu, puis à la première, c'est pas tant que lui n'était pas là que moi, j'avais pris 100% de la place. Tu sais, comme c'était ça mon naturel. En même temps, moi, j'étais à l'université, puis je travaillais pas, lui, il travaillait. Fait qu'on a expérimenté ça. Mais c'est sûr que quand le bébé est 100% du temps avec l'un ou avec l'autre personne n'est pas son safe space, on va se le dire comme ça. Fait que c'est normal qu'il ait une réaction, cet enfant-là, lorsque ce n'est pas la personne avec qui il est en tout temps. Après, on en fait des analyses ou en tout cas, on prend des ah ouais, c'est parce qu'il n'est pas bien avec toi, c'est parce que moi, je me rappelle, on était très jeunes, très jeunes. On avait 21 ans quand on a eu Lorelai, ce qui est quand même assez jeune. On était dans les premiers de nos amis à avoir un bébé. Puis, quand Lorelai se mettait à pleurer, même si elle venait de finir de boire, Éric était comme ah, je pense qu'elle a soif. Mais tu sais, ça, là, c'est ce que tout le monde nous répétait tout le temps, là, dès qu'elle faisait, tu sais, comme un petit bruit, là, donne-la à Steph, elle va. Puis, tu sais, à un moment donné, force est de constater qu'il a tissé un lien extraordinaire avec sa fille. Puis, tu sais, notre grande, elle a 18 ans maintenant, puis on est chanceux d'être tous les deux, tu sais, présents. Mais c'est vrai que quand ils sont tout petits, de par le lien, tu sais, comme, mettons, physiologique, ou est-ce que quand tu choisis, par exemple, d'allaiter, bien, il y a une partie qui est dans ta cour. Mais le reste, tu sais, moi, je dis souvent aux gens, là, l'allaitement, c'est une chose. C'est sûr que c'est un lien proximal parce qu'on va se le dire, tu sais, on est très collés. Mais je dis, il y a plein d'autres soins dont cet enfant-là va avoir besoin. Fait qu'il y a des portions qui peuvent être partagées, il y a des choses qui peuvent être décidées. Tu sais, vous, dans votre cas, tu disais, j'ai recommencé à travailler. Moi, j'ai un couple d'amis dont la femme est dentiste. Elle ne peut pas laisser ses patients pendant 1 an. Ce n'était pas possible, ça ne fait pas partie du jeu. Puis lui, il est policier. Puis c'est lui qui a pris le congé parental. Te dire à quel point il s'est fait niaiser parce que
ben, c'est pas commun, c'est une profession qui est peut-être un petit peu plus macho. Puis en plus, ben, tu sais, madame recommençait à travailler. Fait que là, tu sais, il s'est fait un peu charrier. Rendu au troisième, il n'y a plus personne qui en faisait de cas, là. C'est juste que, tu Ah, sais, on a les vécu gens ça aussi. s'acclimatent, là, tranquillement à un moment donné, là. Ah oui, on a vécu ça aussi. Puis ça, je défends mon conjoint comme une vraie lionne, là, mais lui-même, il s'est fait juger puis il s'est fait rabaisser parce qu'il a décidé de prendre un congé de parentalité puis que pour certaines personnes, ça ne se fait pas, surtout que mon conjoint travaille dans la construction. Hum, Mais il a fait le choix d'être présent pour sa famille, puis lui, c'est ça exact. qu'il veut. Et moi, ça ne m'empêche pas non plus, ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. Je veux dire, j'ai absolument toutes mes obligations maternelles sont là quand même. J'ai mon bébé le matin. Ensuite de ça, c'est mon conjoint qui l'a. J'ai mon bébé le soir et j'allaite aussi. Je continue l'allaitement. On fait Mhm, du tir-allaitement, ce qui fait que mon conjoint peut donner le biberon, puis ça permet de développer sa relation avec son fils aussi. tout à Tout fait. ça, je pense que chaque foyer prenne les décisions qui sont nécessaires pour le bien-être de leur famille. Et c'est vraiment Exact. important, tant que c'est fait d'un commun accord aussi entre chaque partie, comme au niveau des paiements, par exemple. Quand je suis rentrée dans la vie à mon conjoint, j'étais plus pauvre qu'aujourd'hui. Le monde pensait que j'étais là pour profiter de mon conjoint. C'est un Hum, exemple. Et aujourd'hui, on a toujours basé notre couple de façon égalitaire. Fait qu'aujourd'hui, le monde qui juge puis qui pense que je suis là pour profiter de lui, écoutez, étant donné qu'on a fait le choix que moi, j'allais travailler, je ne vous cacherai pas que je prends une plus grande partie des dépenses familiales. Et c'est d'un commun accord. Parce hum. que lui, il fait le choix d'être à la maison pour s'occuper de notre enfant, puis que sans ce choix-là, moi, je ne pourrais pas aller travailler. Fait Puis, que tu c'est sais, un travail d'équipe pour le bien-être de notre famille. tellement. Puis, tu sais, comme là, tu nous donnes un exemple, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis, si une famille choisissait que ce soit madame qui soit à 100% à la maison, tu sais, moi, j'ai des chums qui, pendant des années, ont cessé de travailler parce que leur choix de couple, c'était qu'elle soit à la maison. Elle aussi, elle se faisait juger. Là, tu es rendue femme en foyer, tu sais, ça, c'est parce que soit tu n'as pas réussi à l'école, soit tu veux te faire vivre, soit, tu sais, en fait, globalement, on n'en sort jamais gagnant. T'allaites, il est rendu vieux, tu devrais arrêter. T'allaites pas, tu lui donnes pas le meilleur. Tu sais, comme je veux dire, peu importe. Là, on peut, comme la liste, elle est, oui, mais c'est toi qui payes, c'est lui qui travaille. Ah, tu sais, c'est parce que c'est son argent à elle ou c'est son argent à lui. Tu sais, moi, j'ai comme envie de dire que ce que tu viens de nommer, là, peu importe l'organisation familiale. Peu importe, 100% d'un bord, 100% de l'autre, 75-25, 50-50, que ce soit au niveau du rôle parental, au niveau des finances, au niveau du fonctionnement, au niveau des décisions, au niveau... Si ça convient là, aux deux protagonistes, là, le couple, puis que ce soit un couple gay, un couple hétéro, un couple ce que tu voudras, un couple comme ça, comme tout ce qui ne vous regarde pas n'est pas un sujet sur lequel vous devriez avoir l'opportunité de vous exprimer. Ah, puis des fois, là, ça peut être aussi des bonnes intentions, mais qui sont mal Ah, perçues. tout Puis à ça, mon fait. conjoint, il me défend énormément sur le sujet. Par exemple, lui, il fait son rôle de père, c'est-à-dire qu'il s'occupe de son enfant, il le biberonne, il lui change la couche, des choses de base. Et s'il fait ça en public, alors que moi, je le fais pas, mettons, pour cette fois-là, parce qu'on le fait chacun son tour, il se fait dire oh mon Dieu, mais t'es donc bien chanceuse, waouh, c'est donc bien un bon père. Et c'est vrai que c'est un bon père, et c'est vrai que je suis chanceuse. Mais moi, je ne me suis jamais fait dire ça. Ah Pas une oui. fois. Jamais, jamais. Ben moi aussi, ça, je le vis, tu sais, je te l'ai dit, nous, on fait l'école à la maison, puis c'est Fred qui fait l'école à la maison. Puis, tu sais, des fois, mettons, là, ça arrive dans un couple qu'on est en désaccord. Quand je nomme, mettons que je suis en désaccord avec mon chum, les gens sont comme, ben voyons, t'as rendu compte avec la quantité de choses qu'il fait? Ah, Ah, fait que maintenant, vu qu'il s'occupe des enfants, j'ai plus le droit d'être en désaccord sur un autre sujet. Je dis, est-ce que lui, il avait le droit d'être en désaccord quand c'était moi qui s'en occupais, tu sais, comme, mhm. mettons, puis ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Notre couple a, d'un, beaucoup évolué. On a eu, tu sais, on a élevé 3 enfants ensemble. On en a eu 2. On est vraiment gâtés. Il y a des périodes où Fred a tout payé parce que j'étais aux études. Il y a des périodes où j'ai tout payé parce que Fred était à la maison. Il y a des périodes, tu sais, comme notre vie est un fleuve, tu sais, comme changeant. Puis je peux pas te dire dans 2 ans, ça va être qui, ça va être quoi, ça va être comment. Puis c'est là que je voulais dire, tu sais, quand je dis, vous n'avez pas vraiment voix au chapitre. Le jugement ne vous appartient pas. Moi, ce que j'apprécie, c'est les gens qui me posent des questions.
Ah ouais? Comment ça fonctionne ça, Steph, pour toi? Tu sais, moi, j'aimerais bien ça, mais je me rends pas trop compte de comment ça pourrait marcher. Ah, ben là, ça va me faire plaisir. Que tu ne le comprennes pas, que tu ne saches pas comment ça peut être rendu possible, que ce soit à l'extérieur de ce que toi tu vis, là, j'en suis complètement, tu sais, comme ça me fait plaisir de te l'expliquer. Puis, je pense que plus on en parle, plus on crée de la conscience chez les gens. Tu sais, comme je te donne un exemple, tu en parlais un peu par rapport à ton chum tout à l'heure, mais quand mon chum a décidé de rester à la maison pour faire l'école à la maison, bien que c'était son souhait à lui, tu sais, là, il y a des gens qui m'ont accusé de ne pas lui donner le choix, il y a des gens, tu sais, comme name it, là. J'ai vécu ça. Puis finalement, tu sais, comme, mais mon chum avait quand même un certain travail à faire sur lui dans le sens où tu passes de professionnel à partiellement père à la maison parce que, un peu comme toi, il fait son entreprise, il en a une partie en ligne et tout ça. Mais ce que les gens voient, c'est qu'il est à la maison. Puis, ça lui a pris individuellement un temps à lui pour se dire que c'était correct d'être père à la maison. Puis le jour, un peu comme toi, quand tu nous as partagé ton histoire tout à l'heure, tu disais, là, j'étais prête. Puis quand Fred en a parlé avec ses amis parce qu'il se sentait suffisamment solide pour nommer le fait que c'était ça son choix, il a été excessivement surpris de voir qu'une très grande portion de ses amis de jeunesse était comme t'es tellement chanceux. Si c'était possible, là, j'en rêverais. Fait que là, il était comme ah ouais, tu trouves pas ça bizarre? Puis là, les gars étaient comme mais non, Colin, passer encore plus de temps avec mes enfants, pouvoir les avoir. Ben, tellement. Fait qu'il y a tellement des cases dans lesquelles on s'attend à ce que tu devrais être ou tu devrais faire ou tu. Puis là, tu réalises que toi, tu es bien à la maison? Ça te rend heureux? Ah, ben, c'est merveilleux. Toi, tu es bien au travail? Ça te rend heureuse? Ah, parfait. Puis l'inverse est aussi vrai, tu sais. Fait que posez des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose plutôt que de porter des jugements sur ce que vous croyez avoir peut-être compris, tu sais, de cette dynamique-là. Ah oui, puis je pense que dans une famille, quand on choisit les rôles familiaux dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est l'amour, le bonheur et le consentement. Tant Je suis que d'accord. ces trois lois-là sont faites entre les conjoints, ben parfait, parce que autant, des fois, j'en vois des couples qui sont pas nécessairement sur le même pied d'égalité. Et le conjoint dit, OK, toi, tu fais ça, puis tu n'as pas ton mot à dire. Ça, c'est pas bien non plus. Puis c'est d'ailleurs pas ce qui Hum, s'est passé du tout dans mon couple. Moi et mon hum, conjoint, on prend beaucoup de temps pour discuter. Est-ce que tu es bien dans cette situation-là? Est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? On prend le temps de se poser ces questions-là, puis de travailler en équipe pour atteindre nos objectifs aussi. Et vraiment. heureusement, notre objectif à tous les deux, c'est d'être heureux et ensemble. Donc, on Exact. va prendre les décisions qu'il faut pour ça. Puis, tu sais, ça évolue. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu 3 enfants. Au premier, c'était une histoire. Au deuxième, c'était une autre. Au troisième, c'était une autre. Puis là, maintenant qu'ils grandissent, c'en est une autre. Puis, ça se peut que dans 2 ans ou dans 3 ans, ce soit encore une autre. Fait que, nonobstant ce que les gens autour peuvent en penser, tu sais, à partir du moment où est-ce que tu as raison de dire on est heureux, on est ensemble, puis en plus, on est consentant de ce qui se passe en ce moment dans notre réalité, ben les autres ne peuvent qu'être, tu sais, heureux pour nous, là, dans le fond. Honnêtement, ce serait, disons, la réaction appropriée, qui est Idéal. malheureusement pas toujours le cas. Des fois, il y a de la jalousie aussi là, qui Mmh. fait que ça trouble un petit peu peut-être la vision du couple quand on regarde quelqu'un d'autre. Mais Mmh. si, justement, comme tu dis, le bonheur, il est respecté, puis c'est fait conjointement, ben, honnêtement, tu ne peux qu'être heureux pour cette personne-là. Ce serait la Exact. réaction appropriée. Puis Vraiment. ça fait ça, ce sont des qualités aussi qu'on veut transmettre à notre enfant. C'est la façon qu'on veut élever notre enfant aussi. On veut lui Mmh. montrer ça. C'est tellement une belle façon, c'est comme de le transmettre aussi, là, parce que les enfants, c'est des éponges, là. C'est pas fais ce que je dis, pas ce que je fais, là. Fait que je pense que c'est extraordinaire. Puis, tu l'as dit, mais même lorsque les gens parfois vivent de la jalousie, puis je pense que ça nous arrive à tous des fois d'envier, quelque chose de l'un, de l'autre, de personnes qu'on ne connaît pas, même des fois. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est prenez le temps d'évaluer pour quelle raison ce sentiment-là, il surgit. Est-ce que c'est parce que vous désirez quelque chose sur lequel vous ne mettez pas encore d'attention? Est-ce que c'est parce que ça vous semble si lointain ou impossible? Puis là,
tu sais, moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est chercher des évidences, tu sais, puis pour moi, Alexandra, t'en es une évidence, là, tu sais, que malgré les difficultés, malgré les choses qui peuvent être, tu sais, comme complexes, malgré, mettons, des embûches, tu sais, parce que là, tu en as nommé plusieurs. On a naturellement parlé du début de cette aventure-là, mettons, on va dire ça, mais globalement, des embûches, on en a toujours quelques-uns, que ce soit, tu sais, la fermeture de la boutique avec la pandémie, que ce soit les 3 mois où est-ce que tu as dû rester à la maison plutôt que de travailler. Tu sais, des embûches, je pense que tout le monde en a tout le temps. Je pense que ce que tu présente avec merveille, c'est de dire, peu importe ce qui se produit, je vais regarder vers l'avant, puis je vais faire au mieux avec ce qui se passe pour que ça continue de s'améliorer, d'évoluer, qu'on soit encore heureux, qu'on soit assurément ensemble. Fait que, tu sais, pour moi, tu es une belle évidence, justement, de peu importe ce qui se produit, c'est possible. C'est fait juste prendre un pas à la fois, puis des fois un demi-pas si un pas entier, c'est un petit peu trop pour cette journée-ci. Je, je te l'ai déjà dit, puis c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast. Je suis très admirative de la jeune femme que tu es aujourd'hui, parce que moi, j'ai la chance de te connaître depuis, mettons, 1 an et demi, 2 ans, et toujours très impressionnée et inspirée par ton trajet de femme, de mère maintenant, puis d'entrepreneur. C'est très gentil, merci. Ben, merci à toi de m'avoir accordé autant de temps aujourd'hui. Je te l'avais dit quand on a commencé qu'il y avait de fortes chances que je déborde un peu de mon temps initial. Je savais qu'il y avait plein de choses à dire. C'est un réel plaisir. Si jamais il y a une autre occasion où est-ce que tu aurais besoin de quelqu'un, je vais me trouver disponible. Merci beaucoup. Fait que tout le monde, merci d'avoir été là. Vous pourrez regarder, comme vous le savez, le podcast directement sur YouTube ou vous pouvez l'écouter sur les différentes plateformes. J'aurais mis les médias sociaux de Alice directement dans les descriptions. Fait que vous pourrez, en plus d'avoir rencontré la belle personne qu'elle est, aller admirer le talent comme artiste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ici ou sous les différentes plateformes. Si Alice ne les voit pas, ça va me faire plaisir de lui transmettre pour qu'elle puisse vous répondre. Fait que je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.